Bonjour à tous et bienvenue sur LCP. Le texte à l'ordre du jour est une initiative parlementaire, une proposition de loi déjà adoptée par le Sénat à l'unanimité en février dernier et qui vise à lutter contre le narcotrafic qualifié de fléau dans ce texte. Alors il faut savoir qu'en France, le marché noir de la drogue, cela représente plus de 3 milliards d'euros par an. Ce n'est pas rien et l'on compterait quelques 5 millions de consommateurs réguliers de cannabis et 600 000 de cocaïne. Alors pour tenter d'enrayer cette criminalité organisée, qualifiée parfois de narcoville, narcobanditisme ou encore la pieuvre, une série de mesures est au menu. La création d'un parquet national anticriminalité organisée, le PNACO en son nom de code, des dispositions contre le blanchiment d'argent ou encore l'isolement des détenus les plus dangereux dans des quartiers de haute sécurité. Alors cette proposition de loi a le soutien du gouvernement. C'est Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui s'avance le premier à la tribune. La séance est ouverte. Je suis heureux, avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et la ministre des Comptes publics, de pouvoir soutenir cette initiative parlementaire qu'est la proposition de loi de vos collègues du Sénat, déposée par le socialiste Jérôme Durain et par le sénateur LR Étienne Blanc, qui nous permet, me semble-t-il, à l'ensemble des services de l'État de pouvoir être beaucoup plus armés, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces contre le narcotrafic. Désormais, on peut le constater, bien sûr, au niveau international. Je rappelle que la drogue, et notamment la drogue de synthèse, est la première cause de mortalité aux États-Unis d'Amérique avec le fentanyl, que les États qui nous entourent, je pense à la Belgique ou aux Pays-Bas, connaissent des déstabilisations qui touchent leurs États. Nous pouvons voir que la drogue et l'immense argent que procurent les produits stupéfiants représentent une menace, pas simplement pour la santé publique, pas simplement pour la sécurité ou la tranquillité de nos concitoyens, tout cela est vrai, mais pour notre démocratie et la déstabilisation de celle-ci. Lorsqu'il y a des journalistes, des avocats, des magistrats, des hommes et des femmes politiques, des douaniers, des policiers, des gendarmes assassinés, lorsqu'il y a des menaces directes sur nos agents pénitentiaires, sur ceux qui prennent les décisions, lorsque la corruption s'insinue partout, parce que la masse financière de ces organisations criminelles permet de pouvoir mettre fin à l'autorité de l'État, il nous faut avoir des moyens de réaction judiciaires, policiers, fiscaux, qui nous permettent de remettre l'État à sa place et de pouvoir couper de plus en plus les pattes de l'hydre, de la pieuvre que représente le narcobanditisme. Voilà quelques années, notre pays s'est réveillé dans la lutte contre le terrorisme. Ça ne veut pas dire que nous ne faisons rien, ça ne veut pas dire que nous n'étions pas efficaces, ça veut dire que le changement, notamment avec la présence de l'État islamique et d'Al-Qaïda, a demandé de la part des autorités françaises, et sous un gouvernement qui était un gouvernement socialiste, une organisation différente de nos services policiers, avec la création de la DGSI, mais surtout de nos services judiciaires, avec la création du parquet national antiterroriste. Évidemment, le parallèle avec la drogue n'est pas parfait avec le terrorisme. Mais l'équivalent de la mobilisation des services de l'État et de ce qui a fonctionné peut nous permettre de penser qu'un certain nombre d'organisations similaires nous aideront à lutter contre un narcobanditisme qui, ici, et sans du tout nier évidemment l'importance cruciale que représente le terrorisme dans notre sécurité, tue plus dans les homicides et les règlements de compte chaque année que les attentats terroristes. 14 ans, c'est l'âge du plus jeune tueur à gages de l'histoire dans les rues de Marseille, qui, il y a quelques mois, a été interpellé par nos services parce qu'il passait à l'acte à la demande, manifestement, d'organisations criminelles. 17 000, c'est le nombre de trafiquants pour stupéfiants qui sont actuellement dans les prisons françaises. Et nous pouvons ici nous dire que nous n'avons pas su protéger nos agents pénitentiaires qui courageusement luttent contre le narcobanditisme à partir des prisons et pour présenter les personnes devant la justice, quand le 14 mai dernier, lors de l'affaire dite Amra, un trafiquant qui est en détention provisoire et qui n'est pas connu particulièrement des services de la police, de la justice et de l'administration pénitentiaire pour être un très grand voyou. Il n'était pas considéré comme le plus grand des voyous, d'ailleurs il n'était pas déclaré comme DPS, c'est-à-dire détenu particulièrement suivi, arrive non seulement à s'évader, mais à faire assassiner 2 personnes, 2 agents pénitentiaires en pleine journée au péage d'Incarville. Et il faut tout le travail du ministère de l'Intérieur et des services
de la justice pour 9 mois après, non seulement l'interpeller, mais interpeller manifestement une trentaine des personnes qui l'auraient aidé. Nous avons donc loupé quelque chose au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, dans les services de l'État, pas capable de pouvoir voir qui était véritablement M. Amra, de ne pas avoir vu qu'il était dans 3 procédures judiciaires distinctes, dans 3 GIRS différentes, de ne pas avoir de juge d'application des peines centralisées comme dans le terrorisme, qui permettait de suivre sa détention, de ne pas mettre dans un centre de détention particulièrement surveillé, où il n'aurait pas eu de téléphone portable, bien évidemment, et de pouvoir éviter qu'il aille voir un juge d'instruction à Rouen, puisque cette extraction a permis cette évasion, et enfin, de pouvoir avoir la surface financière qu'il faut pour commander ce type d'évasion, puis une cavale de plusieurs mois. Il y a donc eu une faillite des services de l'État, et cette faillite tient au fait que l'information n'est pas centralisée dans le narcobanditisme comme elle l'est dans le terrorisme. C'est ce que règle Monsieur le ministre de l'Intérieur dans son article 1er, mais surtout, c'est ce que nous réglons dans l'article 2 par la création de ce parquet national criminalité organisée. Alors en commission où je suis allé, mesdames et messieurs les membres de la commission des lois, mesdames et messieurs les parlementaires, j'ai entendu des doutes sur le parquet national en disant que ce qui s'est passé en 2004 avec la loi Perben et la création des GIRS était suffisant. Il ne s'agit pas de remplacer les GIRS. Les GIRS seront renforcés. Et j'annonce à cette tribune le renfort de 95 magistrats supplémentaires à partir d'avril, à partir de septembre, la moitié de ces magistrats supplémentaires dans la lutte contre le narcobanditisme à l'intérieur de ces GIRS. Les GIRS seront en complément du parquet national criminalité organisée. Mais en 2004, il y avait déjà des questions autour des GIRS. Et je me rappelle que lorsque le ministre Perben avait porté la création de ces GIRS, il y avait eu non seulement beaucoup d'opposition au sein de cet hémicycle, mais que certains groupes politiques avaient même dénoncé un jour noir pour la justice française. Aujourd'hui, tout le monde considère que ces GIRS font un très gros travail. Nous nous en félicitons. Il faut donc s'adapter, et s'adapter au temps et aux moyens de ces organisations criminelles qui ne sont fait qu'empirer dans le monde et en France, bien évidemment. Ce parquet national criminalité organisée va pouvoir s'appuyer sur des GIRS, va pouvoir s'appuyer sur des parquets locaux, mais surtout va pouvoir suivre le travail des services de police avec un chef de filat, avoir des parquetiers comme au parquet national antiterroriste qui suivront la détention, un juge d'application, des juges d'application des peines centralisés, et c'est l'objet, Monsieur le Président, de la demande par le gouvernement de la réserve des articles, et notamment de l'article 23, un régime de détention spécifique qui va avec le suivi de ces personnes que la police judiciaire aura présentées devant la justice. Ce régime de détention extrêmement difficile, validé par le Conseil d'État, et je porterai un avis favorable aux amendements qui permettront de relier exactement notre texte aux décisions, en tout cas à l'avis du Conseil d'État. Ce régime de détention extrêmement strict nous permettra, je l'espère, je le sais, comme en Italie, de pouvoir mettre fin à cette mafia et de pouvoir mettre fin à d'autres affaires Amra sur le territoire national. Mesdames, Messieurs les députés, j'ai conscience, comme garde des Sceaux, du régime de détention tout à fait exceptionnel que je présente au Parlement. Il est exceptionnel parce que jamais la France n'avait organisé des prisons de haute sécurité. Il y a eu des quartiers de haute sécurité, mais il n'y a jamais eu des prisons de haute sécurité qui, ainsi créées, organisent pour l'administration pénitentiaire, pour la justice, pour l'ensemble des forces de l'ordre, un régime tout particulier qui, premièrement, empêche les extractions, puisqu'il s'agit ici de généraliser la visio pour l'ensemble des extractions de ces détenus, sauf phase de jugement. Je sais que le Conseil constitutionnel a censuré l'accès à la visio pour l'ensemble des détenus s'ils ne donnaient pas leur avis favorable. Je constate d'une part que pour le contentieux administratif, la visio ne demande pas l'autorisation du détenu, alors que ce contentieux est sérieux et répété. Je pense à M. Abdeslam, qui fait de nombreux contentieux administratifs et on lui impose évidemment la visioconférence. Ses droits sont respectés, mais en visio, et ça évite des extractions judiciaires très dangereuses pour la personne, l'une des personnes les plus dangereuses que nous ayons dans nos prisons. Mais surtout, le Conseil constitutionnel a interdit la visio par principe pour l'ensemble des 82 000 détenus de France. Ce n'est pas ce que nous vous proposons. Nous vous proposons que pour le petit millier de personnes, l'administration pénitentiaire considère entre 700 et 800 personnes particulièrement dangereuses dans notre pays, dans nos prisons, qui concernent des individus terroristes ou des individus relèvent du narcobanditisme, le régime de détention va sur les deux infractions, nous puissions imposer la visio, comme c'est le cas dans un pays européen, validé par la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire l'Italie,
et comme c'est le cas, comme l'a constaté le Conseil d'État, considérant qu'il n'y avait pas de difficulté constitutionnelle à l'imposition de cette visio. Cette visio pourra toujours être refusée par le magistrat instructeur, qui aura besoin de voir évidemment le détenu qui est en détention provisoire. Mais elle ne pourra en aucun cas être refusée par le détenu lui-même. Il s'agit donc d'un régime qui évitera les extractions judiciaires. Cela soulagera nos forces de l'ordre, évidemment, mais ça soulagera surtout l'administration pénitentiaire qui n'aura pas besoin de faire parfois 5 heures de route aller, 5 heures de route retour pour pouvoir passer quelques minutes dans le cabinet d'un juge d'instruction quand quelqu'un ne veut pas parler devant ce juge d'instruction. Le deuxième sujet de ce régime de détention, c'est le fait que ce régime de détention ne prévoit pas les mêmes droits que les autres détenus, y compris ceux qui sont à l'isolement, et parce qu'ils sont particulièrement dangereux. Nous pensons aux conversations téléphoniques. Vous savez que les détenus ont le droit de pouvoir téléphoner à partir d'un téléphone fixe, 24 heures sur 24. Nous proposons, comme dans le régime italien, de diminuer très largement l'accès à ces communications, tout en le laissant évidemment pour qu'ils aient un contact avec leur avocat et avec leur famille. Il y a des unités de vie privée et familiale pour l'ensemble des détenus. Nous proposons, comme dans le régime italien, qu'il ne puisse pas y avoir accès lorsqu'on est considéré comme un narcobandit particulièrement dangereux. Il y a des parloirs où désormais il n'y a plus d'hygiaphone et il n'y a pas de fouille après ce parloir. Ce parloir est souvent l'endroit où on passe un certain nombre d'éléments, des téléphones portables et d'autres informations qui permettent parfois à des personnes de pouvoir mettre en place leur projet funeste, de commander des points de deal, de passer leurs ordres à des personnes qui ensuite continuent à être sous l'autorité en prison, de commander des assassinats, de menacer des policiers, des agents pénitentiaires, des magistrats, des douaniers, et évidemment de pouvoir faire une évasion. Ce ne sera plus possible avec, dans le dispositif que je vous propose, un hygiaphone, donc pas de contact physique, et par ailleurs des fouilles qui seront évidemment très importantes à la suite de l'ensemble de ce régime de détention et des personnes qui sont sous ce régime de détention. Et puis, il s'agit pour le ministre de la Justice, sur proposition de ses services, des propositions du ministère de l'Intérieur, de la DNPJ, des propositions des magistrats instructeurs, des propositions de l'administration pénitentiaire, de prendre des arrêtés individuels, évidemment susceptibles de recours devant le tribunal administratif et donc pas devant une juridiction, pour voir si ce sujet de détention dans ce régime durci est valable pour telle ou telle personne. Alors j'ai entendu ce que disait le Conseil d'État. Il disait que ce régime de détention était conforme à la constitutionnalité et à la conventionnalité de nos textes, comme en Italie. Ils m'ont invité, ils ont invité le Parlement à modifier à 2 ans le régime de détention renouvelable, et je serai favorable aux amendements qui prévoient de baisser à 2 ans ce régime de détention favorable renouvelable. Et c'est d'autant plus important qu'il ira de pair ce régime de détention avec le statut du repenti, dont je voudrais m'arrêter quelques instants pour que l'Assemblée nationale puisse comprendre la logique voulue par le gouvernement, et je salue le travail qui a été fait par les rapporteurs sur un sujet qui est éminemment moral, mais qui est aussi éminemment efficace. L'Italie a inventé la mafia, elle a aussi inventé l'antimafia. Et par le système d'un régime de détention extrêmement durci, semblable à celui que je vous propose, par un système de repenti, y compris sur des crimes de sang, ce qui pose des questions morales très importantes, elle a permis de mettre fin à de très nombreuses organisations criminelles, de mettre fin à la 60aine de morts, dont le premier a été, vous le savez, le juge Falcone, qui a ensanglanté l'Italie pendant des années, parce que des personnes se sont mis à table, comme on dit, ont parlé, ont accepté de dénoncer l'organisation criminelle, en acceptant aussi d'arrêter leur propre action criminelle. Et pour que ce statut du repenti soit efficace, il faut que nous ayons à leur proposer des choses fortes. On ne parle pas dans une organisation criminelle si on sait qu'on n'a pas d'avantage à parler et si on sait que quelqu'un va nous assassiner au moment où nous voulons parler. Et c'est pour ça que, comme le régime italien, il est très important de constater que ce régime du repenti, l'une des négociations qu'aura le ministère de la Justice, c'est pas de peine de prison quand on a fait des crimes de sang. C'est vous n'irez pas dans le système de régime durci de la prison de haute sécurité si vous venez à collaborer avec la justice et à donner les noms, l'organisation, les financements de votre organisation. C'est exactement ce qui s'est passé en Italie. En Italie, les repentis font de la prison. Ils ne le font juste pas dans les mêmes conditions que le régime article 41 bis qu'ont mis en place les Italiens depuis plus d'une vingtaine d'années désormais. Ce statut du repenti, parce que les personnes seront dans ce régime de détention, peut aussi être ouvert à ceux qui, en détention, ont envie, une fois dans ce régime durci, de parler avec leur juge
et ainsi, nous l'espérons, d'arrêter non seulement des organisations criminelles extrêmement dangereuses, mais d'arrêter les prochains homicides, les prochaines tentatives d'homicide, les prochains actes de torture et de barbarie que font ces organisations criminelles, dans des conditions que j'imagine le ministre de l'Intérieur va vous détailler. Enfin, je voudrais vous dire que dans ce régime, ce qui est important, c'est la distinction effacée entre la détention provisoire et la personne qui est condamnée définitivement. Nous pouvons le faire déjà désormais, puisque vous remarquerez que M. Amra, par exemple, qui est toujours présumé innocent, est en détention provisoire, mais dans une prison pour peine, vous l'avez vu, à Condé-sur-Sarthe. Il n'y a donc pas de changement profond dans le régime carcéral de quelqu'un qui est en détention provisoire et qui va dans une prison pour peine. Mais il est tout à fait vrai que parmi les personnes les plus dangereuses, souvent de jeunes personnes qui, à l'âge de 20 ou 30 ans, continuent à vouloir commander des points de deal, à commander des organisations, elles sont capables de grande violence devant cela. Il est tout à fait souhaitable que le régime de détention durcie s'adresse aux personnes condamnées définitivement et aux personnes en détention provisoire. Nous aurons sans doute un débat sur ce point. Je terminerai par dire que ce régime carcéral, ce parquet national spécialisé, ce statut du repenti, va de pair avec de nombreuses dispositions qui visent à lutter contre le blanchiment. Je salue le travail qu'on fait en commun, me semble-t-il, avec la ministre des Comptes publics, avec ses moyens et ses services de renseignement sous son autorité à Bercy. Mais je voudrais dire que le sujet principal de notre discussion, c'est qu'après s'être longtemps arrêté sur les produits, la somme des produits que nous saisissions, nous luttons désormais aussi, avec ce texte, contre le produit du produit, c'est-à-dire l'argent. L'argent que nous n'arrivons pas bien tout à fait à suivre. Pourtant, le Sénat lui-même évoque entre 4 et 6 milliards d'euros liquides par an, dont nous voyons assez peu la trace, et qui passent par des commerces licites ou illicites, par du blanchiment que nous savons peu suivre, et pour lequel les infractions, il faut bien dire, des magistrats ne sont pas toujours au rendez-vous. Nous ouvrons peu d'enquêtes de blanchiment en même temps que nous ouvrons des enquêtes de saisie, et c'est ce que vient changer également ce texte. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, un texte extrêmement important qui donne des moyens à nos magistrats, des moyens à nos agents pénitentiaires, des moyens pour lutter férocement, efficacement contre le narcotrafic. C'est un texte difficile, c'est un texte important, c'est un texte qui vise à préserver non seulement nos libertés, mais la sécurité et l'intégrité de nos agents publics, à commencer par les agents pénitentiaires, dont je voudrais ici avoir une pensée, comme vous, j'imagine, pour ceux qui sont morts ou blessés à Incarville. Nous leur devons ce texte et nous leur devons ces dispositions. Merci, Monsieur le garde des Sceaux. La parole est à Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Monsieur le ministre d'État, cher Gérald, Madame la ministre, chère Amélie, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, jamais nous n'avons autant saisi de drogue par centaines de kilos, par tonnes, ce week-end encore, sur l'A7, en pleine mer avec la Marine nationale, 6 tonnes. Et pour autant, jamais le prix du gramme de cocaïne n'a été aussi faible. Ce qui montre bien que ce que nous prélevons est compensé, et plus que compensé, sans doute par les arrivées massives de la drogue. Aujourd'hui, la drogue et les drogues les plus dures sont disponibles partout, tout le temps. Partout, évidemment, en ville et en campagne, partout dans les Outre-mer, qui sont traversés par les grandes routes de la drogue, qui connaissent aussi un certain nombre de problèmes spécifiques de pauvreté, notamment vis-à-vis de la jeunesse. Et la drogue est aussi disponible tout le temps, pas seulement sur des points de deal, mais grâce à l'Ubersheet, malheureusement, c'est désormais la drogue qui vient aux consommateurs. Il y a une menace, une double menace. Le narcotrafic, c'est à la fois la cause racine d'une hyperviolence, une violence totalement débridée, là encore partout en France. Et l'autre menace, c'est une menace existentielle, une menace qui vise directement notre démocratie, les intérêts fondamentaux de notre nation, à travers notamment ce couple corruption et menace. C'est la raison pour laquelle ce texte est un texte de combat. C'est un texte qui doit être un texte refondateur pour que nous puissions ensemble voter un certain nombre d'armes, un arsenal qui nous permettra, je pense, de faire reculer le narcotrafic dans notre pays. C'est malheureusement un combat que nous menons, mais aujourd'hui,
je le déclare très solennellement ici à la tribune de l'Assemblée nationale, nous ne sommes pas justement dans un combat à armes égales. Et il faut impérativement que nous puissions donner à nos services, à nos forces de sécurité intérieure, ces armes dont elles ont impérativement besoin. C'est un combat vital pour sauver des vies humaines, des vies que certains craignent pour la propre vie quand ils habitent des quartiers d'où ils ne peuvent pas déménager, des vies aussi qui sont menacées de ceux qui démolissent leur propre vie dans les addictions, des vies qu'il faut sauver aussi par ceux qui souvent se perdent dans des trafics ou dans des règlements de compte. Aujourd'hui, nous constatons évidemment un effroyable rajeunissement de ceux qui tuent et de ceux qui sont tués. Le narcotrafic, la criminalité organisée, c'est à la fois, mesdames, messieurs les députés, des enfants soldats et des enfants victimes. Je me souviens de ce jeune de 15 ans à Marseille, lardé de 50 coups de couteau et achevé en le brûlant vif. C'est cela la perspective que les narcotrafiquants donnent à notre jeunesse, un chemin de larmes et un destin de sang. C'est la raison pour laquelle il nous faut impérativement avoir une réaction vigoureuse, parce qu'il s'agit de vies humaines, il s'agit aussi de la vie de notre propre nation. Parce que si nous laissons prospérer sur notre sol, sur notre territoire, des narco-enclaves, ce sera la voie de la cartélisation. Si nous laissons prospérer la corruption, les menaces, alors ce sont les intérêts fondamentaux de notre pays qui seront directement concernés. C'est la raison pour laquelle il nous faut à la fois une nouvelle organisation pour rendre l'État beaucoup plus efficace, mais aussi un nouvel arsenal juridique. D'abord, l'organisation de l'État en face de réseaux criminels qui sont parfaitement structurés et malheureusement, l'État trop souvent, lui, est totalement éparpillé, parsemé et même cloisonné. Et puis, il faut de nouvelles armes. Il faut un nouvel arsenal pour pouvoir lutter efficacement contre cette criminalité organisée. Par exemple, pour lutter contre le blanchiment, par exemple, pour lutter contre la corruption, un certain nombre de dispositions, de mesures vous seront proposées. Par exemple, en donnant au préfet un certain nombre de leviers d'action pour, lorsqu'il y a un caïd qui a été condamné comme tel pour trafic de drogue, qui réside dans un appartement, pour que le préfet puisse se substituer au bailleur social, au bailleur privé, pour l'expulser, alors que ce caïd, alors que ce narcotrafiquant pourrit la vie de toute une barre d'immeubles, il faudra aussi donner les pouvoirs au préfet pour empêcher de paraître autour du point de deal des individus, là encore, qui occupent l'espace public, et donner aussi au préfet la capacité de fermer des commerces qui sont de véritables blanchisseuses. Je voudrais revenir sur un certain nombre de dispositions qui ont fait débat, et c'est parfaitement normal. Je me souviens, dans les années 2015, avec le terrorisme, que nous avons dû légiférer, et à chaque fois, nous avons dû placer le curseur au bon niveau entre les libertés publiques et la sécurité publique. Et c'est le travail des deux assemblées du Parlement, de mettre le curseur au bon niveau pour faire en sorte qu'on concilie les impératifs de sécurité publique et les impératifs aussi de protection des libertés individuelles. Le premier point qui sera, j'en suis certain, très débattu, c'est la question des techniques de renseignement et notamment du chiffrement. Aujourd'hui, soyons clairs, aujourd'hui, les écoutes de grand-papa, c'est terminé. Parce que désormais, ces grands criminels sont passés massivement sur des messageries cryptées. Ils les utilisent comme centrale d'achat, ils les utilisent pour recruter des petites mains, pour recruter aussi des tueurs à gages. On ne peut pas rester insensible et il faut, si on ne veut pas que l'État, dans cette lutte qui est un combat extrêmement ardu, où encore une fois, il y a des vies humaines qui sont en danger, l'État ne peut pas avoir une guerre de retard sur les pratiques, justement, de cette criminalité organisée. Tous, nous voulons, je pense, deux objectifs. Le premier objectif, c'est faire en sorte de mettre ces criminels en dehors d'état de nuire. Et nous voulons aussi préserver nos libertés publiques qui nous sont chères. Je pense qu'on peut concilier parfaitement
ces deux impératifs. La nouvelle rédaction que nous vous proposerons précisera un certain nombre de choses et permettra justement de faire en sorte que ce qu'on a appelé les backdoors, c'est-à-dire des portes de vulnérabilité qui pourraient affaiblir le chiffrement, soient interdites. Nous pourrons aussi faire en sorte que ces solutions ne soient pas proposées à l'insu des plateformes, mais qu'il y ait une coopération pour que nous puissions progressivement déterminer des solutions, plateforme par plateforme, qui permettraient de concilier la sécurité publique, mais aussi nos libertés. C'est fondamental. Je pense que c'est un point important. Nous avons le choix, ou nous laissons aveugles nos services, ou alors nous tentons de concilier ce qui peut être conciliable. On peut trouver une solution sans avoir à sacrifier et l'un et l'autre. Ce sera extrêmement important. Il y a aussi une autre mesure qui a été beaucoup débattue, c'est ce qu'on appelle improprement le dossier coffre, ce qu'il convient désormais d'appeler le dossier de procès-verbal distinct. Et je voudrais rendre hommage au rapporteur Vincent Corre, qui a beaucoup travaillé, qui propose aujourd'hui une mouture, qui est une mouture, je pense, qui sera satisfaisante. Le Conseil d'État, nous l'avons saisi. Nous l'avons saisi et il s'est déterminé, il a rendu un avis. Un avis non pas sur une section, mais un avis dans sa forme la plus solennelle, la plus large, puisqu'il s'agissait de son Assemblée générale. Qu'est-ce qu'a dit vendredi le Conseil d'État, étudiant précisément cette mesure d'un dossier distinct, puisqu'il s'agit là encore de faire en sorte que les criminels n'aient pas accès à des noms d'enquêteurs qui permettent la pose d'un certain nombre de techniques directement, ou de ceux qui peuvent les y aider. Parce que si les noms sont dévoilés, il y aura des menaces et il peut y avoir là encore des vies humaines qui sont en danger. Et là encore, on peut concilier les choses. Ce qu'a dit l'Assemblée générale du Conseil d'État, c'est ça n'est pas nouveau dans notre droit, ça existe depuis plus de 20 ans avec le témoin anonyme, ça existe depuis plus de 10 ans avec la géolocalisation. Deuxièmement, le Conseil d'État a reconnu que ce dispositif était parfaitement constitutionnel. Il y a là encore une disposition, une décision du Conseil constitutionnel de mars 2018. Le Conseil d'État a indiqué aussi que c'était conventionnel avec une décision des années 2000 de la CEDH. Et enfin, il a dit, bien entendu, le dossier recevra un certain nombre de mesures, en tout cas de choses qui ne seront pas incriminantes, c'est-à-dire que dès lors qu'on cachera les noms, dès lors que seront cachés les lieux, les dates, des techniques, des poses de ces techniques de renseignement, alors on ne pourra pas se servir des résultats obtenus grâce à ces noms, grâce à ces techniques, comme preuve dans le dossier. Sauf à une exception près, qui est fondamentale lorsqu'il y a des vies humaines en danger. Et précisément, le Conseil d'État dit que cette proportionnalité, cet élément de compensation est majeur, parce qu'on peut, à ce moment-là, dès lors qu'il y a des vies humaines qui sont en danger, qui sont en cause, il peut y avoir une dérogation à ce principe. Voilà comment je pense qu'on pourra concilier à la fois les droits de la défense, les droits, le contradictoire, mais aussi la préservation de la sécurité physique, de l'intégrité physique des personnes. Je pense que ce texte doit être un texte fondamental. Il faudra qu'à chaque instant, vous ayez à l'esprit que ce sont des organisations criminelles qui tuent, qui torturent. On a souvent fait le parallèle entre la lutte contre le terrorisme et cette lutte. La lutte contre le terroriste a tué, depuis Toulouse, Mohamed Merah, 174 personnes. Pour la seule année 2024, c'est 104 tués par ces criminels-là, par les narcotrafiquants. Vous imaginez, en 3 ans, c'est plus donc que la totalité des victimes du terrorisme. Ça exige de nous un sursaut et je pense que la France et nos services peuvent ne pas être réduits à l'immobilisme ou à l'impuissance si ce sursaut, que les Français appellent d'ailleurs pour leur sécurité contre ces organisations criminelles, nous l'avons ici au terme d'un débat nourri, un débat légitime, mais qui permettra précisément d'apporter une réponse extrêmement ferme et déterminée pour qu'en France, enfin, on puisse faire reculer la grande criminalité et le narcotrafic. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics. Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
Monsieur le Président de la Commission des lois, Messieurs les rapporteurs Pauget, Vico et Corr, Mesdames et Messieurs les députés. La proposition de loi des sénateurs Jourda, Blanc et Durin visant à sortir la France du piège du narcotrafic que vous examinez aujourd'hui répond à une urgence nationale qui préoccupe chacun des élus que vous êtes, de tous les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, et qui inquiète l'ensemble de nos concitoyens. Le Premier ministre en a souligné l'urgence dès sa déclaration de politique générale, et chaque jour, l'actualité nous montre l'intensité de la menace que constitue cette criminalité organisée. Elle enrôle notre jeunesse, elle gangrène notre économie, elle menace de corrompre nos institutions, nos agents publics, les personnels de nos entreprises de logistique et fragilise in fine notre contrat social et notre démocratie. Il est donc urgent d'agir. Alors, en tant que ministre des Comptes publics, je veux souligner que cette criminalité organisée conduit à une perte de recettes fiscales considérable. C'est intolérable compte tenu de la situation budgétaire du pays, car celle-ci nous appelle, vous le savez, à consentir des efforts inédits pour préserver les générations futures d'une dette massive. C'est aussi une question de crédibilité vis-à-vis de nos partenaires européens et internationaux que de mieux gérer nos ressources. Notre main ne doit pas trembler face aux criminels. Nous devons nous munir des outils adéquats pour lutter contre les trafiquants et les réseaux qui, eux, ne connaissent aucune limite, ni morale, ni financière. Les masses d'argent qu'ils brassent leur offrent une capacité d'action digne de quasi-État pour se doter de moyens de transport, de communication, de dissimulation, de défense qui sont colossaux. Alors, face à la dimension de ces trafics et à leur montée en puissance, l'État, dans toutes ses dimensions, judiciaire, de contrôle et de détection ou encore coercitive, ne peut pas rester désarmé. Il doit adapter ses outils, ses pouvoirs, ses moyens d'investigation et donc son cadre législatif qui est la garantie de notre État de droit. Un travail considérable est accompli par l'ensemble des services qui concourent à la lutte contre la criminalité organisée, à Beauvau, place Vendôme comme à Bercy, dans cette lutte contre les trafics de stupéfiants et la criminalité organisée, le blanchiment et les flux financiers illicites. Je veux ici, Mesdames et Messieurs les députés, saluer ceux qu'on ne salue jamais, saluer ceux que l'on ne connaît que trop rarement. Je veux saluer en particulier l'engagement sans relâche de la douane, de sa direction nationale du renseignement et de Tracfin. Je veux également saluer la Direction générale du Trésor, l'ONAF, la DGFiP, ainsi que l'Agence française anticorruption ou l'Agrasc, qui chacun luttent dans le silence et dans l'ombre pour que dans leur domaine, ce fléau disparaisse. Je veux ici rappeler que grâce à son positionnement privilégié en matière de surveillance et de sécurisation des frontières extérieures de l'Union européenne, à l'instar des autres douanes européennes, la douane est à l'origine de 60 à 75% de l'ensemble des saisies de stupéfiants, toutes administrations confondues. Cette douane collabore avec les services de police judiciaire, elle collabore avec l'autorité judiciaire et elle inscrit son action en matière de lutte contre les trafics de stupéfiants dans le cadre interministériel du plan de lutte national contre les stupéfiants. Je veux vous rappeler ce qui s'est passé depuis quelques jours pour que nous ayons tous bien conscience de l'ampleur de cette menace. Cette menace n'est pas fictive. Il y a quelques jours à Dunkerque, c'est un conteneur de 10 tonnes de cocaïne qui a été arrêté. Il y a 2 jours, sur l'autoroute A7, ce sont 826 kilos de cocaïne qui ont été saisis. Il y a quelques heures encore, c'était quelques kilos d'héroïne laissés sur un bas-côté qui ont été saisis. À chaque fois, les douaniers risquent leur vie. À chaque fois, nous leur devons tant. Et par ailleurs, vous le savez, cet argent des trafics et le produit de son blanchiment sont très vite envoyés à l'étranger. Tracfin a donc pour mission d'identifier les avoirs criminels des têtes de réseau, que ces avoirs soient suités en France ou à l'étranger, pour que nous puissions rapidement saisir leurs comptes bancaires et révéler les activités économiques des groupes criminels. Depuis septembre 2023, 40 millions d'avoirs financiers ont été saisis sur les comptes de sociétés dites lessiveuses, grâce à l'action de Tracfin et des parquets. Et en 2024, le service a permis de mettre à jour des réseaux structurés agissant bien au-delà des frontières françaises. En 2024, ce sont 600 millions d'euros qui ont été saisis par l'ONAF dans toutes ces enquêtes en matière de fraude aux aides publiques, trop souvent liées, vous le savez,
à la criminalité organisée. Alors, la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui, issue d'un travail transpartisan remarquable, à la suite des conclusions de la commission d'enquête sur l'impact du narcotrafic en France, ce que ce travail des sénateurs Jourda, Blanc et Durin nous permet aujourd'hui de faire, c'est de rassembler notre ambition et de renforcer nos objectifs. Pour moi, cette proposition a une immense vertu. Elle donne les outils juridiques et législatifs à ceux qui, comme nous douaniers, 24 heures sur 24, sur le terrain, sont mobilisés, parfois au péril de leur propre sécurité, pour traquer des trafiquants toujours plus sophistiqués, agiles et agressifs. Je veux être clair, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre le moindre retard par rapport aux trafiquants, puisque l'État doit pouvoir les traquer partout où ils sévissent. C'est pourquoi la proposition de loi permet de renforcer significativement les pouvoirs d'action de mon ministère. Gérald Darmanin l'a dit, Bruno Retailleau l'a rappelé, les flux financiers sont au cœur des enjeux de la lutte contre les trafics. L'extension de la présomption de blanchiment douanier, notamment aux cryptoactifs, permettra d'inverser la charge de la preuve de la provenance délictueuse des fonds pour la mettre à la charge des fraudeurs. Ensuite, avec la création d'un dispositif de gel administratif des avoirs des narcotrafiquants, comme on le fait déjà en matière de lutte contre le terrorisme, nous pourrons bloquer l'accès au financement en complément de l'action judiciaire dans les cas de fuite ou pour l'élargir aux personnes de l'entourage ou aux structures écrans. En interdisant aux fournisseurs de services d'actifs numériques de proposer des comptes anonymes ou des mixeurs de cryptoactifs qui sont des vecteurs majeurs de blanchiment des trafics de stupéfiants, là aussi, notre main ne tremblera pas. Ce texte permet également à Tracfin d'avoir accès au système d'immatriculation des véhicules pour élargir ses enquêtes patrimoniales et à plusieurs services d'avoir accès à certains fichiers, comme le prévoit la PPL, parce que nous proposons par exemple d'enrichir l'accès de l'ONAF aux fichiers informatisés des données juridiques immobilières. Ensuite, cette PPL permet d'élargir, vous le savez, l'action de l'ONAF, qui, sous la tutelle des douanes et de la DGFiP, est le premier service d'investigation en matière de blanchiment. Elle permet également aux agents des douanes, et c'est essentiel, d'avoir accès aux données de certains opérateurs privés dans le secteur des transports et de la logistique pour s'assurer que les principaux opérateurs visés soient bien couverts par cette facilité, que nous connaissions leurs échanges, là où partent les conteneurs, où sont les clients, où sont les flux, comme le font déjà tous nos partenaires anglo-saxons des Five Eyes. Je veux, monsieur le rapporteur, vous remercier d'élargir le champ de cette proposition dans votre amendement. Nous voulons également donner à nos services la possibilité d'appréhender les criminels qui n'ont pas d'horaire pour alimenter le trafic. Monsieur le rapporteur, il est essentiel, en effet, que nous nous souvenions d'une chose. Les trafiquants travaillent la nuit quand personne ne les regarde. Eh bien, les douaniers doivent pouvoir les arrêter la nuit également et pouvoir donc faire des visites domiciliaires passées 21 heures sur ordonnance du juge des libertés et de la détention. Enfin, nous permettrons aux lanceurs d'alerte d'adresser des signalements à Tracfin. Cette expansion permettra aux services, pour la première fois, de traiter des informations émanant de personnes physiques et aux lanceurs d'alerte de signaler tout type de faits, et notamment des faits de blanchiment de trafic des stupéfiants. Enfin, vous le savez, ce texte permet que les douanes ne soient plus limitées à ne saisir que des stupéfiants ou le matériel des trafics, mais bien à entraver les flux financiers générés par les trafics, permettant, comme on le dit trivialement, de taper les criminels au portefeuille. La création de la procédure d'appréhension des comptes bancaires et des instruments financiers en cas de notification d'infraction douanière permettra quant à elle, vous le savez, la saisie des comptes et des avoirs, là où aujourd'hui, les douaniers ne peuvent souvent que saisir que les voitures ou les bateaux. Enfin, vous le voyez et vous le savez, la lutte contre la criminalité organisée et les narcotrafics repose sur des femmes et des hommes qui sont engagés et que nous devons protéger. C'est le sens des amendements que nous vous proposons d'adopter, visant à doter les agents des douanes de caméras piétons, à l'instar des autres services luttant contre la criminalité organisée, ou encore à permettre la pseudonymisation des agents des douanes. Là aussi, protégeons ceux qui nous protègent. Nous voulons asphyxier le trafic en asphyxiant l'argent qui le génère. La nation est unie, elle ne sera pas vaincue. Je vous remercie.
Signe de l'importance de cette proposition de loi, 3 rapporteurs ont été nommés pour porter ce texte. Un député de droite, un élu du socle commun et un socialiste. Chacun défend son point de vue sur le texte en réaffirmant la volonté de frapper les narcotrafiquants au portefeuille. Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, chers co-rapporteurs Roger Vico et Éric Pauget, nous examinons aujourd'hui un texte d'importance en raison de son sujet. D'abord, il traite d'un phénomène criminel majeur dans notre pays, la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée. Par son ampleur et son ambition ensuite, ce texte, il touche à l'organisation judiciaire, au droit et à la procédure pénale ainsi qu'à l'exécution des peines. Par sa singularité politique enfin, car ce texte a été co-rapporté au Sénat par un sénateur socialiste et une sénatrice républicain. Il a également été voté à l'unanimité au Sénat. Le même sentiment d'unanimité ne nous animera peut-être pas jusqu'à la fin de la semaine, mais je suis certain que, ni peut-être jusqu'à la fin de cette soirée, mais je suis certain que la lutte contre le narcotrafic, comme c'est déjà le cas dans de nombreuses municipalités, doit dépasser nos clivages. En cela, j'espère que nous serons nombreux à ne pas faire obstacle à l'adoption de ce texte et à le soutenir. Et je remercie d'ailleurs mes collègues commissaires aux lois pour le travail de grande qualité que nous avons pu mener au-delà de nos groupes. Ce texte, il est le reflet d'un constat partagé largement par l'ensemble des personnes que nous avons entendues. Et c'est parce que ce constat est partagé largement que nous avons pu, je le crois, exercer véritablement notre rôle de législateur, en travaillant avec les différents groupes dans un objectif commun d'amélioration de ce texte. Il n'est ni tiède ni liberticide. D'abord, la spécialisation de nos juridictions. L'adaptation de notre architecture judiciaire doit permettre de faire face aux organisations structurées qui dirigent les groupes criminels aujourd'hui. C'est pour pouvoir disposer d'un acteur à l'incarnation forte et reconnu en capacité de faire face à ces enjeux de coordination de l'action judiciaire que le texte prévoit la création d'un parquet d'envergure nationale consacré à la lutte contre la criminalité organisée. Ensuite, le renforcement et la modernisation de nos moyens d'investigation. Les moyens financiers, techniques et humains des organisations criminelles sont très conséquents, vous le savez, et leurs investissements est à la hauteur des profits qu'ils tirent de leurs activités criminelles. Pour ne pas nous laisser dépasser par ces stratégies de plus en plus sophistiquées, nos modes d'action doivent évoluer en conséquence. C'est l'objet de certaines dispositions innovantes de cette proposition de loi, à l'instar du PV distinct. Ces évolutions doivent s'inscrire dans le respect des principes qui irriguent notre démocratie et notre procédure pénale, qui irriguent notre démocratie et notre procédure pénale. Et c'est en tant que rapporteur qu'au travers du travail mené en commission et maintenant en séance, je serai particulièrement vigilant et que je vous proposerai en ce sens des réécritures de plusieurs dispositions. Concernant les articles 15 ter et 15 quater qui permettent l'activation à distance des appareils électroniques, c'est d'ailleurs le Conseil constitutionnel lui-même qui a tracé le chemin permettant d'assurer la proportionnalité de ce procédé d'utilisation. C'est ce chemin que j'entends suivre. Et c'est pour ces raisons que je porterai le rétablissement de ces dispositions tout en veillant à en renforcer les garanties juridiques. Je m'attarderai également quelques instants sur les articles 22 et 22 bis qui contiennent d'importantes mesures pour renforcer nos moyens de lutte contre la corruption. Nos débats en commission ont permis de recentrer ces dispositions et d'en assurer la cohérence en supprimant des mesures redondantes par rapport au droit existant. Nos débats ont également permis de rendre les mesures de lutte contre la corruption dans les ports plus opérationnelles, en tenant compte des contraintes particulières de l'activité dans ces points stratégiques de notre territoire. Enfin, troisième axe de la lutte contre la délinquance et la criminalité organisée, l'incarcération des personnes condamnées en cette matière et le renforcement de la sécurité de nos établissements pénitentiaires. Ce renforcement, il passe nécessairement et en priorité par une meilleure protection de la sécurité des personnels. Cela passe également par le recours à de nouvelles techniques, comme les drones. Cela doit surtout passer par la création des nouveaux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, assortis d'un régime d'incarcération spécifique. Le but, nous l'avons dit et nous le rappelons, c'est bien d'isoler ces narcotrafiquants de leur organisation criminelle. Certaines de ces nouvelles dispositions, notamment celles relatives à la visioconférence et à ces nouveaux quartiers de détention, ont suscité des débats, parfois des inquiétudes sur le plan juridique. Nous veillerons à y répondre. En présence du garde des Sceaux, du président de la commission des lois, les rapporteurs ont pu assister au débat de la section de l'intérieur du Conseil d'État sur ces sujets et nous avons été destinataires de l'avis rendu en Assemblée générale qui apporte complément et précision quant à la robustesse juridique et au chemin à suivre. Ces éléments lus et entendus nous permettent aujourd'hui d'améliorer sur le plan juridique ces dispositifs essentiels pour la sécurité de nos établissements pénitentiaires et de leur personnel, ce qui est, je pense, de nature à rassurer pleinement chacune et chacun d'entre vous. J'espère qu'à la lumière de ces avis, nos débats en séance permettront de débattre plus précisément et sereinement afin notamment de restaurer les dispositions d'importance que ce texte contenait à l'origine et de consolider la sécurité juridique de ces mêmes mesures. Je vous remercie.
Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Éric Pauget, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues co-rapporteurs, chers collègues. Face à la cartélisation du trafic de drogue qui a bâti de véritables narcomafias françaises, nous avons le devoir de réarmer la France. Mais nous ne pourrons remporter ce combat sans transformer notre culture de lutte contre les stupéfiants en une véritable guerre contre les narcotrafiquants. Fortement attendu par les praticiens, les services opérationnels et largement salué par les personnes que nous avons entendues durant les auditions, cette proposition de loi doit nous permettre d'adapter notre arsenal juridique au fléau du narcotrafic. Dépourvu de toute forme d'angélisme ou de naïveté, c'est donc avant tout un texte pragmatique que nous allons examiner. Oui, les besoins opérationnels sont majeurs. Oui, nos outils de lutte contre la criminalité organisée sont obsolètes ou inadaptés. Oui, les dispositions de ce texte sont nombreuses et variées, mais toutes sont guidées par le même impératif d'efficacité. Vous l'avez bien compris, chers collègues, pour adapter nos modes d'action, il faut tenir compte de l'évolution des stratégies criminelles et des méthodes des réseaux. D'abord, pour lutter efficacement contre cette activité criminelle, il faut renforcer nos méthodes de lutte contre le blanchiment. Nous le savons, la recherche du profit financier est le nerf de la guerre à laquelle se livrent les narcotrafiquants. Pour lutter contre cette économie criminelle, le texte contient plusieurs dispositifs efficaces, fondés sur des pouvoirs de police administrative plus rapides à mettre en œuvre, tels que le gel administratif des avoirs criminels des personnes liées au trafic de stupéfiants. C'est poursuivant le même objectif que nos travaux en commission ont permis de préciser les modalités de fermeture administrative des établissements de blanchiment de l'argent du crime. Nous avons aussi renforcé les pouvoirs des agents des douanes engagés dans la lutte contre le blanchiment en raison de leur positionnement stratégique sur les points d'entrée des marchandises et des capitaux sur le territoire. Oui, je souhaite davantage taper au portefeuille les trafiquants, car c'est encore la meilleure manière de leur causer du tort et de déstabiliser leurs organisations. Ensuite, ce texte contient des dispositions innovantes pour répondre à l'évolution des organisations criminelles qui se structurent sur un mode mafieux. C'est pourquoi l'article 9 prévoit la création d'une nouvelle infraction sanctionnant l'appartenance à une organisation criminelle. Cette disposition inspirée du droit italien devrait nous permettre de mieux lutter contre les réseaux criminels organisés qui sont souvent bien identifiés sur le territoire. Pleinement convaincu par ce dispositif, ayant déjà fait ses preuves en Italie, je vous proposerai de redéfinir cette nouvelle infraction et d'en accroître l'intérêt opérationnel en créant une liste noire des organisations criminelles qui agissent dans notre pays. Sur le plan digital, nous devons aussi évoluer. Trop souvent, les réseaux sociaux et l'espace numérique apparaissent comme des zones de non-droit où fleurissent impunément des contenus offrant à la vente d'un public parfois très jeune des produits stupéfiants dangereux. Les articles 10 et 12 vous proposeront donc de renforcer nos outils pour améliorer la lutte contre les trafics en ligne. L'article 10 bis, créant une dérogation aux règles de prononcer des peines applicables aux infractions commises en concours et liées à la criminalité organisée, constitue une évolution largement saluée par notre commission et dont je me réjouis, car elle punira davantage la réalité des actes des narcotrafiquants. Au titre des dispositions innovantes, je voudrais aussi m'attarder sur l'article 14, relatif au statut des repentis. Là encore, cet article tire les conséquences pragmatiques des évolutions de la criminalité organisée, en partant du constat que nos techniques d'enquête traditionnelles sont parfois insuffisantes pour infiltrer et démanteler des structures criminelles. Face aux limites d'un dispositif largement sous-utilisé avec seulement 42 personnes concernées, quand l'Italie gère plus de 1000 repentis, je veux souligner les avancées obtenues en commission qui nous ont permis de renforcer l'efficacité du dispositif des repentis, tant sur le plan procédural que sur l'attractivité de ce statut. Enfin, je terminerai par exprimer un regret, celui de la suppression des importantes dispositions de l'article 11, qui renforce nos moyens de lutte contre les passeurs de produits stupéfiants, communément appelés les mules. En effet, par-delà l'enjeu de sécurité publique que cette importation de produits stupéfiants par passeurs soulève, elle présente aussi des risques importants en termes de santé publique. Aussi, c'est mesurant l'impérieuse nécessité d'un meilleur accompagnement de ces passeurs, risquant leur vie en ingérant des quantités importantes de stupéfiants, et l'obligation d'adapter nos outils,
juridique à ce phénomène que je vous proposerai de rétablir les dispositions de l'article 11. Je le redis, les organisations criminelles utilisent des lacunes de notre arsenal répressif et la vulnérabilité des tiers pour faire prospérer leur trafic de drogue. J'escompte que nos débats en séance nous permettront de consolider les dispositions de ce texte d'importance et d'en rétablir l'équilibre initial. Ensemble, soyons à la hauteur des enjeux soulevés par la lutte contre la narcocriminalité organisée en répondant aux attentes de nos services opérationnels et des Français. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Florent Boudier, président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Monsieur le Président, Messieurs les ministres d'État, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, jamais les trafics de drogue n'ont été aussi prospères et violents dans notre pays. J'en veux pour preuve les saisies effectuées par nos forces de l'ordre qui atteignent des niveaux records. 53 tonnes de cocaïne, par exemple, en 2023, 53 tonnes en 2024. J'en veux aussi pour preuve des territoires jusqu'ici épargnés qui désormais sont touchés, y compris dans nos villes moyennes, par le poison mortel du crime organisé qui se joue de notre droit et qui se joue également de nos institutions. Le premier enjeu est donc celui de notre sécurité. Face à des violences liées au trafic de stupéfiants qui explosent, 110 homicides en 2024, un peu plus d'ailleurs, 300 personnes blessées, parmi lesquelles des victimes collatérales. C'est aussi un enjeu économique, avec un marché clandestin qui pèse entre 3 et 6 milliards d'euros par an, finançant le crime organisé, renforçant des réseaux tentaculaires, renforçant également leur diversification et leur capacité, nous en parlerons au cours des prochains jours, leur capacité de blanchiment. C'est enfin un enjeu de santé publique et de société. Le trafic de stupéfiants détruit des vies, il disloque des familles et il fracture la cohésion sociale. La France n'est évidemment pas un narco-État, mais certains de nos territoires vivent déjà sous l'influence de quasi-narco-entreprises. Cet état des lieux impose d'agir vite et d'agir fort. Et c'est le sens de la proposition de loi issue des travaux transpartisans du Sénat. Et c'est le travail mené par la Commission des lois autour des grandes orientations proposées par le texte. Premièrement, renforcer notre arsenal pénal et nos techniques spéciales d'enquête. Comme nous l'avons fait contre le terrorisme, il faut des lois plus efficaces pour mener la guerre aux trafiquants. Le texte durcit des sanctions pénales, facilite les infiltrations, consolide les interceptions et renforce le statut des repentis qui a démontré son efficacité, notamment en Italie. Deuxièmement, renforcer les capacités d'action de nos forces de sécurité et de l'autorité judiciaire. L'offensive contre le crime organisé s'inscrit dans la continuité des moyens dégagés par la LOPMI et la LOPJ, en dépit d'ailleurs de nos difficultés budgétaires. Et dans ce contexte, l'organisation miroir de l'OFAST d'un côté, du PNACO de l'autre, doit permettre d'unifier la lutte contre le crime organisé, du renseignement jusqu'à la répression judiciaire. Et dans le même temps, nous devons renforcer nos dispositifs face aux risques corruptifs, et notamment, mais pas que, dans les secteurs portuaires et aéroportuaires. Troisièmement, nous devons frapper les profits des narcotrafiquants. Vous l'avez dit, Madame la Ministre. Nos stratégies passées ont beaucoup ciblé la saisie des stupéfiants, et il fallait le faire. Sanctionner également les consommateurs. Mais la principale arme, la plus décisive, c'est la saisie et la confiscation des avoirs criminels, et donc la traque du blanchiment d'argent, y compris lorsqu'il prend la forme de commerces qui donnent le sentiment de commerce de proximité, mais qui sont en réalité de vraies machines à blanchir. Mes chers collègues, si la Commission des lois a validé l'essentiel des dispositions de la proposition de loi, toutes les incertitudes n'ont pas été levées. Je pense à l'article 16 relatif au procès-verbal distinct qui a pu susciter des réserves. Cet outil pourrait nous manquer cruellement si nous devions ne pas le réintroduire comme il existe déjà par exemple en Angleterre et en Allemagne, et j'appuierai par conséquent personnellement avec les ajustements qui ont été demandés par le Conseil d'État, les amendements qui proposeront de le rétablir. Je pense aussi à l'article 8 ter sur l'accès aux messageries cryptées que la Commission a supprimé, et sur ce point en revanche, je suggère plutôt d'adopter une position de vigilance et d'approfondissement du travail dans les semaines et les mois qui viennent, approfondissement qui n'a eu lieu d'ailleurs
ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale. La commission des lois a en revanche adopté la création des quartiers de sécurité de lutte contre le crime organisé. Avec les ajustements qui ont été demandés par le Conseil d'État, je pense que nous allons pouvoir progresser. Et je tiens à souligner que l'avoir saisi le Conseil d'État en amont a permis de nous éclairer à la fois sur l'article 23 quinquies, les quartiers de sécurité dont je parlais, l'article 23 bis A, c'est-à-dire la visioconférence, l'article 16 dont j'ai parlé il y a quelques instants à propos du procès verbal et quelques exemples d'aménagement demandés par le Conseil d'État. Par exemple, la visioconférence, qu'elle puisse être resserrée autour des seules personnes qui seront impliquées dans les quartiers de sécurité demain. Nous devons par conséquent agir, nous devons le faire vite, nous devons aussi trouver les voies du consensus. Nous aurons la semaine pour le faire. Je pense que le Conseil d'État, le travail qui a été mené en commission des lois nous a permis d'avancer vraiment déjà vers des solutions plus équilibrées. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'un large rassemblement est possible sur les bancs de cet hémicycle. Je vous remercie. La proposition de loi sur le narcotrafic ne fait pas l'unanimité à l'Assemblée nationale. La gauche est vent debout contre un article qui prévoit d'imposer aux plateformes de messagerie chiffrée l'accès aux correspondances des trafiquants. Autre mesure très controversée, le nouveau régime d'isolement carcéral des détenus les plus dangereux ou encore la création d'un dossier coffre afin de ne pas divulguer certaines informations sur la mise en œuvre de techniques spéciales d'enquête. Les députés de la France Insoumise dénonce un texte inefficace et dangereux. 2 motions de rejet préalables seront déposées sur le texte. La première est défendue par le député du Nord, Hugo Bernalicis. Monsieur le Président, Messieurs les ministres de l'Intérieur, mes chers collègues, lutter contre le trafic de stupéfiants et la criminalité organisée est une nécessité. Et ce n'est pas celui qui a rendu un rapport avec notre collègue Guévenoux, que vous connaissez toutes et tous les uns les autres, qui va vous dire le contraire, puisque dans ce rapport sur la réforme de Gérald Darmanin de départementalisation de la police, nous avions eu déjà le retour de l'ensemble des services enquêteurs, et notamment du haut du spectre, de la prédation de la criminalité organisée qui gagnait du terrain et les phénomènes corruptifs qui allaient avec. Nous avions déjà alerté. Et c'est une évidence pour tout le monde que le crime soit réprimé. La question, c'est bien comment, avec quels moyens, de quelle manière. Nous présentons cette motion de rejet préalable car ce texte ne prévoit pas de réprimer efficacement et qu'il n'y a pas vraiment besoin de la loi pour être plus efficace. J'y reviendrai. C'est surtout une question de moyens. Deuxièmement, ce texte de loi comporte des articles qui sont extrêmement problématiques du point de vue des libertés fondamentales, des libertés publiques, voire, et là je m'adresse particulièrement au ministre Retailleau, de l'état de droit. Je sais qu'il ne l'affectionne pas particulièrement. Et troisième élément, ce texte, il y a dedans une politique publique intégralement absente et qui devrait pourtant être complètement présente, notamment pour lutter contre la consommation de stupéfiants, à savoir la prévention. Je sais bien que pour beaucoup d'entre vous, la prévention est un gros mot. Pour nous, c'est un objectif, car la prévention, elle est efficace. Et c'est bien ça le sujet, l'efficacité. Alors énumérons, regardons d'un peu plus près. Il n'y a pas besoin de changer la loi pour être plus efficace. C'est-à-dire, vous nous proposez par exemple un chef de fila en matière de répression. C'est déjà le cas. L'OFAST est chef de file sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. L'Office central de lutte contre la criminalité organisée, qui porte déjà le nom qu'il porte, est déjà chef de file sur la criminalité organisée. L'Office central de répression de la grande délinquance financière est chef de file sur son propre domaine. Et j'ajouterai que s'il vous fallait un chef de file des chefs de file, ça a été créé par la réforme de M. Darmanin, qui s'appelle la Direction nationale de la police judiciaire. Et avant, c'était la Direction centrale de la police judiciaire. Donc tout ça existe déjà. Il n'y a pas besoin de la loi pour le changer. Ensuite, vous voulez une juridiction nationale dans cette loi. C'est, selon vous, nécessaire. Ça tombe bien. Elle existe déjà. La juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Oui, la JUNALCO, créée en 2019.
M. Darmanin était déjà au gouvernement à ce moment-là, ça doit peut-être lui parler. Vous voulez renforcer les moyens des douanes par des scanners notamment, nous dit dans les différents rapports, l'excellent rapport de M. Léaumont et M. Mendes le disait évidemment, mais celui du Sénat aussi, des sénateurs Blanc et Durin, nous disent que vraiment ce qui est le plus déterminant, c'est d'être équipé en scanner. Pas besoin de la loi pour acheter des scanners supplémentaires. Renforcer les moyens de la police? Y a-t-il vraiment besoin d'un texte de loi pour faire en sorte que les offices centraux soient à l'effectif cible, c'est-à-dire qu'ils aient juste les moyens qui soient prévus, qu'ils aient à leur disposition? J'y reviendrai tout à l'heure. Non, pas besoin de changer la loi pour ça. Mettre sur écoute, sonoriser, géolocaliser, déjà possible en l'état actuel de la loi. Anonymiser les enquêtrices et les enquêteurs sur le haut du spectre, déjà possible en l'état de la loi. Infiltrer un réseau, déjà possible en l'état de la loi. Perquisitionner de nuit, déjà possible en l'état de la loi. Mettre à l'isolement les prévenus ou les condamnés dans le cadre d'affaires de trafic de stupéfiants, déjà possible en l'état de la loi. Saisir l'argent sale des trafiquants, déjà possible en l'état de la loi. Mais alors pourquoi? Est-ce que ce ne serait pas juste de la communication politique, justement pour masquer votre incurie gouvernementale dans cette lutte contre la criminalité organisée depuis au moins 7 ans? Avant, c'en était d'autres, mais depuis 7 ans, c'est bien vous et vos amis qui sont au pouvoir et qui n'arrivent pas à lutter efficacement. Alors on va regarder un petit peu plus dans le détail sur des points qui nous intéressent particulièrement. Évidemment, qui dit lutte contre la criminalité organisée et le trafic de stupéfiants, dit police judiciaire. Des enquêtrices et des enquêteurs rompus à la procédure, déterminés dans leurs investigations et en nombre suffisant. Alors, il se trouve que, bon, sur le en nombre suffisant, on repassera. Déjà, avant, ce n'était pas génial, puisque quand j'ai rendu le rapport de 2023, le ministre Darmanin lui-même expliquait, quand il était à l'intérieur, qu'il manquait 5000 officiers de police judiciaire pour être à peu près en regard des besoins. Les 5000 n'y sont pas, n'y sont toujours pas, et c'est même le contraire, puisque sur l'ensemble de la filière judiciaire, donc les officiers de police judiciaire et les autres, ceux qui ne sont pas officiers de police judiciaire, qui sont juste agents de police, et les personnels qui concourent à leur mission, je le dis pour le ministre Retailleau, puisqu'il ne sait pas où trouver l'information dans les bleus budgétaires, mais dans les bleus budgétaires, tout ça, c'était l'année dernière 46 745 équivalents temps plein. Bleu budgétaire pour le budget 2025, 41 664 équivalents temps plein. Un peu plus de 5000 agents en moins sur la filière judiciaire. Alors on nous explique qu'on aurait mal calculé, mal compris, etc. Mais ces 5000 en moins, ils sont bien en plus dans d'autres cases, dans d'autres colonnes, sur l'ordre public et la sécurité publique. Et pour cause, l'objectif était bien de faire place nette. Pourquoi je vous parle de place nette? Parce que déjà, au moment de la réforme de la départementalisation de la police, qui a eu des gros impacts sur la police judiciaire, l'objectif assumé du même ministre Darmanin, qui est maintenant avec un autre portefeuille, était bien d'améliorer la lutte contre le trafic de stupéfiants. Il a d'ailleurs déclaré devant la commission d'enquête de messieurs Blanc et Durin, il leur a dit, j'ai noté la citation, Gérald Darmanin dit, ministre de l'Intérieur à ce moment-là, je ne sais pas si ça a changé d'ailleurs, l'excuse de dire il faut absolument qu'il n'y ait que des enquêtes judiciaires parfaites pour ne pas faire de voie publique, je crois que c'est justement ça qui fait, me semble-t-il, l'inefficacité publique que le Français moyen voit dans la rue. Donc, il opposait très directement les moyens mis sur la voie publique aux moyens mis dans les enquêtes judiciaires. Voie de conséquence, on retire des moyens à la police judiciaire, on les met sur la voie publique. Pour faire quoi? Pour faire des places nettes. Des places nettes XXL ou pas XXL, ça dépend de là où vous habitez, des enjeux politiques du moment et des circonstances. Et alors, il y a eu des places nettes, mon collègue Antoine Léaumont y reviendra, et finalement, vous revenez quand même avec un texte de loi sur le narcotrafic. On s'est dit, mais à quoi ça a servi tout ça? Est-ce que ça n'a donc pas fonctionné? Est-ce que c'est parce que justement, il manque de moyens dans la police judiciaire pour faire des enquêtes de long cours que tout ça est précisément inefficace?
Nous avons la réponse, puisque vous-même, vous présentez ce texte sur le narcotrafic sur le haut du spectre. C'est un aveu d'échec de votre propre politique menée depuis 7 ans, et surtout pendant les années sous la responsabilité de M. Darmanin. Alors ça, c'est pour la police judiciaire. Mais sur l'économique et financier, c'est pas mieux. J'avais déjà rendu un rapport avec Jacques Maire à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, en 2018, puis en 2019, sur la lutte contre la délinquance économique et financière. Qu'est-ce que nous avions observé? Une filière d'investigation, des enquêtrices et des enquêteurs trop peu formés et en nombre insuffisant. J'avais auditionné à l'époque l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales. Et cet office était à 70 agents au moment où on les a auditionnés. Ils nous disaient eux-mêmes que pour atteindre l'objectif cible, c'était d'être à 90 agents. Alors les recrutements ont été faits à la va-vite, puisqu'on avait mis l'attention politique sur le sujet. Qu'en est-il aujourd'hui en 2025? Ils sont 74. Waouh! Waouh! Et encore, ils ne sont pas tous officiers de police judiciaire en leur sein, puisque et ça n'attire pas assez, ce n'est pas assez attractif, et on comprend bien pourquoi, quand il y a 20 € de différence entre la prime voie publique et la prime OPJ, c'est sûr que ça ne donne pas forcément envie. Et alors, ça, c'est l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières, mais alors l'Office central de répression de la grande délinquance financière, qui sont spécialisés dans les circuits de blanchiment. Et vous entendez tous les jours à la télé, il faut taper au portefeuille les trafiquants. On l'a encore entendu tout à l'heure. Combien sont-ils, ceux-là? 62 pour la France entière. Et c'est avec ça que le PNACO, le parquet national anticriminalité organisée, va fonctionner. On se pince. On se pince. Finalement, ce sera des enquêtes sans enquêteurs et enquêtrices. Et c'est bien ça le plus problématique. Quant à l'AGRASC, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, les moyens se sont améliorés. Et d'ailleurs, avec ces moyens qui se sont améliorés, les saisies et les confiscations ont été en nombre supérieur. Et les rentrées pour l'État aussi. Je me demande bien ce qu'on attend pour libérer les vannes, pour recruter davantage de fonctionnaires dans ces services-là, vu combien ils rapportent par agent. Vraiment, vous qui cherchez des milliards à tire-larigot par ici ou par là, c'est le moment de mettre le paquet là-dessus. Mais il n'en est pas question, évidemment, avec ce texte-là, puisqu'il ne s'agira pas de moyens. Finalement, j'en viens au parquet national anticriminalité organisée, puisqu'il semble y avoir une forme de consensus en disant « oui, mais c'est quand même bien, on va concentrer les moyens, etc. » Bon. Alors, il faut savoir que dans le cadre de la JUNALCO, la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, il y a en regard, en miroir, un parquet national anticriminalité organisée, et cette fonction est remplie par le parquet de Paris. C'est déjà le cas, ils sont là, ils font leur travail de procureur. Mais tout ça est mis sous la coupe plutôt des magistrats du siège, avec les JIR, ces juridictions interrégionales spécialisées, donnant davantage de garanties pour une justice qui soit efficace et respectueuse des droits et libertés. Mais il nous faut absolument un PNACO, nous dit-on. Alors, au-delà des problématiques auxquelles nous serons évidemment confrontés à la mise en place de ce PNACO, il ne faudra pas raconter d'histoire. Pendant les premières semaines, voire les premiers mois, ça ne va pas fonctionner comme on l'espère. Le temps que les gens prennent leur dossier, que les magistrats prennent leur poste en tant que tel, il va y avoir un peu de cafouillage. Ça, il faut le savoir, il faut en être conscient, comme toute réforme. Mais ce n'est peut-être pas le moment de faire du cafouillage sur la lutte contre la criminalité organisée. Mais enfin, passons. En réalité, il y aura aussi des problèmes d'absorption des moyens, et pas dans le sens où vous l'entendez, Monsieur le Ministre. Ce n'est pas des moyens des GIRS qui seront aspirés par le PNACO. Attention, il y a trop peu de moyens pour aspirer quoi que ce soit en l'état actuel des choses. Donc vous ne pourrez que renforcer les moyens. Vous n'avez pas d'autre solution de toute façon. Mais c'est surtout que tout va être aspiré pour lutter uniquement contre le trafic de stupéfiants. Parce que la copie initiale, ce n'était pas la criminalité organisée. C'était uniquement le stupéfiant, le narcotrafic. C'était uniquement ça. Évidemment, vous vous êtes fait agripper par la Manche par vos services respectifs, que ce soit à Vendôme ou à Beauvau, où on vous a expliqué qu'il y avait quand même des ramifications entre les uns et les autres et qu'on ne pouvait pas lutter que contre les uns et pas contre les autres. Mais à la fin, votre objectif, c'est celui-là, parce que c'est un objectif de communication. Et quelle est la véritable plus-value d'un PNACO par rapport à la JUNALCO? C'est ça la question. Quelle est la plus-value si rien d'autre ne bouge et si on renforce quand même les GIRS? C'est un objectif de communication politique, point barre, et de remontée d'informations sur les enquêtes en cours.
que le ministre soit le premier informé d'une enquête qui se passerait n'importe où sur le territoire pour ensuite faire le tour des plateaux télé et jouer les cow-boys. Voilà l'objectif. Or, la justice, ce n'est pas le spectacle. Ce n'est pas le spectacle. Vraiment, Monsieur Darmanin, finalement, désolé, ça tombe sur vous, mais finalement, vous étiez avant à Bercy. Les scanners qui manquent aujourd'hui, c'est vous. La réforme de la police judiciaire, c'était vous. Les amendes forfaitaires délictuelles pour les consommateurs qui ne fonctionnent pas, c'est vous. Le logiciel XPN qui ne fonctionne pas pour les policiers, les enquêtrices, les enquêteurs faire leurs enquêtes, c'est vous aussi. Finalement, pour sortir du piège du narcotrafic, il vaudrait mieux sortir Darmanin du gouvernement. Ce serait peut-être plus efficace. Finalement, ce texte met aussi en cause les principes fondamentaux, la surveillance algorithmique qui a montré son inefficacité, y compris dans la lutte contre le terrorisme, la volonté d'accéder aux conversations cryptées alors que de toute façon, ce ne sera pas possible, le renseignement qui vient dans les enquêtes, le dossier coffre où, en plus, cerise sur le gâteau, on nous explique que les avocats seraient potentiellement des complices de ceux qu'ils défendent, la loi du soupçon pour les interdictions de paraître, et j'en passe. Finalement, tout ça charrie bien des problématiques que vous avez effectivement avec l'état de droit, sans parler de vos narco-prisons, où la dignité humaine est finalement une variable d'ajustement. Et je le dis très solennellement, la dignité humaine ne se négocie pas. Parce que nous, contrairement aux criminels, nous n'utilisons pas les mêmes armes qu'eux. C'est ça la force de la République et de l'état de droit. C'est ne pas s'avachir à des comportements comme cela. Quant à l'étanchéité que vous pensez avoir en prison, franchement, vous rêvez. Tant que vous n'aurez d'ailleurs pas réglé la surpopulation carcérale, il serait peut-être temps de mettre en place un mécanisme de régulation carcérale. Ce serait bien plus efficace pour le pays. En conclusion, je résumerai ça d'une phrase, pour ne pas oublier non plus M. Retailleau, que sortir le pays du piège du narcotrafic, je pense qu'il faudrait plutôt sortir le pays du piège de votre politique inefficace et dangereuse. Merci. Nous en venons maintenant aux explications de vote sur la motion de Roger. Monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, vous souhaitez intervenir, je vous en prie. Merci, monsieur le président. Quelques secondes pour pas que monsieur Bernalicis se sente méprisé, évidemment, parce que c'était manifestement un moment de groupe de parole qu'il nous a accordé. Il a réussi à s'opposer sur un texte qui a fait l'unanimité au Sénat, mesdames et messieurs les députés. Les communistes, les socialistes, les écologistes ont voté dès demain ce texte. Mais M. Bernalicis, dans une sorte de quart d'heure warolien, avait très envie de nous parler ce soir de tous ces problèmes nombreux qui s'accumulent puisqu'il n'est toujours pas à Beauvau, le pauvre Hugo, et dire avec la majorité qu'il est sans doute temps de rentrer dans ce qui est sérieux, c'est-à-dire la lutte contre le trafic de drogue, et laisser les élucubrations de M. Manhattan ailleurs. Nous en venons donc aux explications de vote, à commencer par M. Paul Molac pour le groupe LIOT. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous aurions préféré effectivement que ce soit un projet de loi plutôt qu'une proposition de loi. Il y a des sujets inquiétants, effectivement, sur le recueil de renseignements, par exemple, de nos concitoyens, ce genre de choses. Mais il y a aussi les points positifs, la confiscation des avoirs. Le fait que le 8 ter, par exemple, ait été supprimé, je pense que c'est une bonne chose. Et puis, le statut de repenti, nous avons encore cette séance pour améliorer les choses. Alors, doit-on croire que cette loi, finalement, ne serait qu'un coup de com' et que l'arsenal actuel suffit? Je ne partage pas cet avis et notre groupe ne le partage pas. Incontestablement, non. Nous devons aller plus loin. Nous ne pouvons pas tolérer aujourd'hui que les narcotrafiquants se fassent la guerre à coups de Kalachnikov dans nos quartiers. Ce n'est pas tolérable. Et l'inaction serait, à mon avis, coupable. Des centaines d'auditions, 1000 amendements déposés, dont 150 défendus âprement par votre groupe. Nous avons besoin de cette loi pour nos forces de sécurité, pour nos élus, pour nos citoyens, et en particulier pour nos concitoyens qui habitent dans les banlieues et qui sont directement sous le coup des narcotrafiquants.
Nous ne devons pas faiblir sur cette loi. Pour le groupe Rassemblement national, la parole est à M. Michael Taverne. Merci, Monsieur le Président. Bon, ce n'est pas étonnant de voir l'extrême gauche déposer une motion de rejet sur ce texte ô combien important, un texte attendu par les policiers, par les gendarmes, par les douaniers, par les agents pénitentiaires et par les magistrats qui ont une volonté commune, contrairement à vous, c'est de lutter plus efficacement contre les narcotrafics, mais au-delà de ça, contre les réseaux criminels sous toutes leurs formes. Il y a encore quelques minutes, je discutais avec un magistrat qui me disait c'est le texte de la dernière chance. En commission, la gauche dans sa globalité, mais avec la complicité aussi de certains macronistes, a voulu vider le texte de sa substance, comme par exemple l'utilisation de certains moyens technologiques ou encore le dossier coffre pour sécuriser certaines techniques d'enquête sensibles. Bref, pendant que les réseaux criminels utilisent des moyens technologiques dernier cri, la gauche propose aux enquêteurs de revenir au papier carbone, à la machine à écrire, au Minitel, de dépénaliser la cocaïne, de légaliser le cannabis et de libérer les détenus. Quel beau programme pour les Français. Messieurs les ministres, ce texte a deux inconvénients. D'abord, il arrive un peu tard, alors qu'avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, cela fait des années que nous alertons sur les différents gouvernements sur la situation, tout en formulant des propositions, mais sans que jamais des propositions et des politiques efficaces ne soient mises en place, que du blabla comme d'habitude. Et enfin, il ne va pas assez loin. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé des amendements de rétablissement de certains articles supprimés par la gauche, mais aussi des amendements visant à gagner en efficacité. Monsieur le garde des Sceaux, vous aviez indiqué, je me souviens, à votre prise de fonction, il fallait collectivement se réveiller. Oui, effectivement, réveillez-vous, car ça fait trop longtemps que vous dormez. Au Rassemblement national, ne vous inquiétez pas, nous sommes bel et bien réveillés, donc nous voterons contre cette motion de rejet. Monsieur Sébastien Huyghe pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Je dois dire que malheureusement, je ne suis pas surpris de la part de nos collègues de la France insoumise qui, fidèles à leurs habitudes, préfèrent l'obstruction au débat, l'invective aux propositions, le dogmatisme à la responsabilité. Ce texte est attendu. Le narcotrafic fait partie des préoccupations majeures des Français. Pourtant, vous nous proposez de l'éluder. Notre rôle de parlementaire est d'œuvrer pour la démocratie en favorisant un débat éclairé. Pourtant, vous nous proposez lâchement l'immobilisme et de faire fi du travail parlementaire. Le narcotrafic et la criminalité organisée tuent en France et à nos frontières. Pourtant, vous nous proposez d'abandonner les victimes à leur sort et de laisser les trafiquants de drogue et les chefs de réseaux criminels prospérer en toute impunité. L'exigence est immense. Les victimes et leurs familles attendent de nous responsabilité et action. Nous devons être à la hauteur, unis et déterminés pour répondre avec force et clarté. Ce rejet de principe n'est rien d'autre qu'un aveu d'impuissance, car refuser d'examiner un texte, c'est refuser de se confronter à la réalité. C'est fuir ses responsabilités en se réfugiant dans des postures stériles et idéologiques. C'est priver les Français d'un travail parlementaire utile et nécessaire. Notre groupe assume une autre vision du débat démocratique. Nous croyons au rôle du Parlement, à la richesse des échanges, à la force du compromis lorsqu'il est possible. Chers collègues, j'en appelle à votre responsabilité de parlementaire. Vous le devez aux citoyens qui vous ont élus. Écartez cette motion de rejet. Pour le groupe de la France insoumise, la parole est à Madame Elisa Martin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le groupe La France insoumise dépose effectivement cette motion de rejet. Non pas comme vous essayez de le croire, parce que nous ne voudrions pas lutter contre ceux que vous appelez les narcotrafiquants ou le narcotrafic, mais parce que pour nous, ce texte ne règle rien. Une idée simple qui vous échappe pourtant, l'échec de votre politique est assuré puisque jamais vous ne traitez les causes. Sur la consommation, vous ne pensez qu'à l'interdiction et à la prohibition. Vous vous enferrez dans une voie qui a toujours échoué. Malgré vos politiques répressives, nous sommes le premier pays d'Europe consommateur de cannabis. Voilà. Ainsi, couper l'herbe sous le pied des grands criminels en légalisant sous contrôle de l'État serait une première réponse que vous refusez toujours catégoriquement.
Aucun moyen pour des politiques sanitaires d'accompagnement contre les addictions. Or, ces addictions touchent de plus en plus de personnes et même se diversifient pour le plus grand bénéfice ou le plus grand bonheur des trafiquants. Ainsi, vous n'apportez aucune réponse pour les premières victimes des narcotrafiquants. Pendant que vous vous targuez de fermeté, de tolérance zéro ou autres éléments de langage creux, vous ne faites rien pour empêcher les jeunes d'entrer en trafic. Nous savons bien que c'est eux, les mineurs en difficulté, qui constituent leur cible privilégiée. Rien pour la protection de l'enfance, rien pour l'école de la République. Ce qu'il faut, c'est tarir la demande, prévenir la consommation et lutter contre la précarité de celles et ceux qui deviennent les petites mains indispensables de ces trafics. Mais non, ce texte continue de nous enfermer dans une spirale sécuritaire, inefficace et donc dangereuse. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Mme Colette Capdevielle. Merci, Monsieur le Président. Cette proposition de loi n'a malheureusement pas bénéficié de suffisamment de temps pour être étudiée, tant elle touche des points essentiels de notre droit. Nous avons vraiment regretté qu'il n'y ait pas une étude d'impact sur l'ensemble du texte, qui n'a pas non plus été examiné dans son intégralité par le Conseil d'État. Le groupe socialiste et apparenté votera contre cette motion de rejet, tout simplement parce que nous souhaitons qu'ici, dans cet hémicycle, nous puissions bénéficier d'un débat approfondi et contradictoire, et notamment sur des points clés de cette proposition de loi, notamment le nouveau régime de détention qui nous est proposé par le gouvernement, qui a été voté en commission des lois et qui n'avait pas, au préalable, été proposé au Sénat, ce que nous avons regretté. Mais aussi le retour des IMSI catchers et aussi la visioconférence généralisée. Ce sont des points qui, pour nous, nécessitent un débat important. Nous souhaitons aussi, pour le groupe socialiste et apparenté, que les apports de la commission des lois puissent être sanctifiés, à savoir la non-introduction de l'article 8 sur les messageries cryptées, qui va revenir et pour lequel nous allons combattre, la confirmation de la suppression du dossier coffre, la suppression de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour la criminalité organisée, c'est-à-dire le plaidé coupable criminel, et que l'on confirme bien l'annulation de la prolongation de garde à vue à 120 heures pour les mules. Enfin, nous souhaitons ainsi qu'il y ait une discussion en séance sur les points clés de la proposition de loi et que ce texte permette à la fois, d'un côté, je dirais en même temps, pour ne plagier personne, lutter efficacement contre le trafic de produits stupéfiants et respecter les grands principes du droit et de la procédure pénale. Merci. Pour le groupe de la droite républicaine, la parole est à Monsieur Olivier Marleix. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bernalicis, je vous ai écouté avec attention tout au long des 15 minutes de votre intervention. Il y a un mot que je n'ai pas entendu, c'est le mot « victime ». Et pourtant, la drogue, Monsieur Bernalicis, elle fait des victimes. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce texte. Vous êtes les seuls, visiblement, à ne pas vous intéresser à cette question des victimes de la drogue. Vous êtes le seul, on a le sentiment, c'est le spectacle que vous avez donné pendant la semaine en commission, à vous préoccuper davantage des droits des trafiquants que de prévenir les drames de la drogue dans notre société. Pourtant, s'il y a une criminalité qui peut être éradiquée, ce n'est pas le cas de toutes les criminalités, mais s'il y en a une qu'on peut éradiquer, c'est bien le trafic de drogue. Pourquoi? Parce que c'est un trafic en réseau, c'est un trafic organisé, et c'est une question de volonté et une question de moyens. Visiblement, ce n'est pas votre volonté, c'est la nôtre. Nous soutiendrons ce texte et voterons contre votre motion de rejet. Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Madame Anne Bergantz. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, comment concevoir de refuser encore une fois le débat alors que nous partageons tous le même constat? Car oui, nous sommes tous d'accord pour dire que le narcotrafic représente une menace croissante, multiforme, existentielle et majeure en France. Qu'au-delà du problème préoccupant de santé publique, il plonge des dizaines de milliers de nos concitoyens dans la peur, faisant
même parfois de ses concitoyens, des victimes collatérales de la guerre des gangs. Bien sûr, nous pouvons ne pas être d'accord sur les réponses à apporter et estimer, comme vous l'avez déclaré en commission, que la réponse phare devrait être la légalisation du cannabis, mesure dont je doute personnellement qu'elle soit efficace tant les trafiquants adaptent en permanence leur modèle économique. Mais discutons-en. Vous avez déjà voté contre ce texte à l'issue de la commission et probablement voterez de même en séance, et c'est votre droit, mais ne nous empêchez pas de débattre. En réalité, avec cette motion de rejet, que dites-vous aux Français? Vous dites à nos concitoyens, face à l'expansion continue de la criminalité organisée, aux menaces qu'elle fait peser sur votre quotidien, pas besoin de faire évoluer notre droit, nous ne vous protégerons pas davantage. Vous dites aux magistrats et aux enquêteurs, face au recours toujours plus massif des dealers aux nouvelles technologies, pas besoin de moderniser nos outils judiciaires ni nos procédures, pas besoin d'améliorer la coordination de nos services de police et de justice. Bref, débrouillez-vous avec des outils du siècle dernier. Vous dites aux narcotrafiquants, continuez votre business. Nous ne ferons rien de plus pour vous en empêcher et rassurez-vous, vous pourrez continuer à communiquer en toute discrétion. Voilà le sens que porte votre motion de rejet préalable. Le groupe démocrate s'opposera donc évidemment à cette motion de rejet. Merci. Merci. Je vais donc mettre aux voix la motion de rejet préalable. C'est un scrutin à main levée. Qui est pour? Qui est contre? La motion de rejet préalable n'est pas adoptée. La motion de rejet défendue par Hugo Bernalicis, député LFI du Nord, a donc été repoussée par les députés, tout comme celle défendue dans la foulée par son collègue de la France Insoumise, Antoine Léaumont. Une fois la discussion générale close, eh bien, les députés vont pouvoir enfin entrer dans le vif du sujet et cela s'annonce explosif en séance sur ce texte qui divise jusque dans les rangs du socle commun. Ainsi se termine cet épisode. À très bientôt pour voir ou revoir une autre séance parlementaire.